Je voudrais vous remercier à tous de l'hommage que vous rendez à tous les juifs du monde entier qui ont souffert pendant cette guerre et qui sont parvenus des camps de concentration. Merci beaucoup. Je vous repasse le micro après. D'accord. Enya, je vais faire un petit peu, parce que pour que les gens qui sont ici, alors il y a votre famille qui vous connaît, mais les Lamotois qui vous ont pas croisé, certainement pas, à ce moment-là, raconter un petit peu votre vie. Donc je vais le faire sous votre contrôle. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez tout de suite. Je voudrais remercier Madame Ferrand et du message émouvant qu'elle nous a délivré ce matin. Et bien sûr le faire en présence de ces jeunes qui sont là, qui sont sur ta mémoire. Voilà, qui sont là, c'est nos jeunes conseillers municipaux du conseil municipal des jeunes. Donc ils sont là parce que nous on fait passer, on est des élus, on sera peut-être plus là demain, et en tout cas c'est eux, je l'espère, qui incarneront l'avenir de notre ville. Espérons-le. Si les choix que la démocratie nous demande de faire nous permettent de continuer cette belle mission d'élus, de terrain, et peut-être que demain ce sera eux, ce seront eux qui seront à ma place et qui continueront à perpétuer ces cérémonies pour que la mémoire reste. Voilà. Nous avons encore la chance de vous avoir avec nous. Et donc, Enya Jagla, on dit Jagla, vous êtes né en Allemagne le 25 janvier 1923. Donc vous avez fièrement 94 ans. Et je vous le disais tout à l'heure, c'était l'âge de mon papa. Vous êtes d'origine juive polonaise et vous êtes arrivé en France, vous aviez 5 mois. Vous avez 2 frères et une sœur. J'ai un frère qui a été déporté, là, avec le même camp. Et puis j'ai ma sœur qui habite à Arcachon et mon frère qui a 97 ans. Il est en maison. Et vous avez retrouvé votre sœur dans l'aventure de votre vie. On l'a kidnappée d'une maison. Henri, votre frère Henri, oui. Qui a 4 ans de plus que... Il a 97 ans. 97 ans. Qui est dans la Légion en Algérie pendant la guerre. Oui, il était en Algérie. Isidore, qui a 1 an moins que vous. Il a été déporté. Qui a été déporté. Et il avait 18 ans. Anna, 10 ans de moins que vous, qui avait été mise dans une famille d'accueil, puis pris en charge par l'aide juive. Et vous, Enya, et après, vous l'avez retrouvée. Après, on a été la chercher. Peu avant la fin de la guerre. On a été obligé de la kidnapper. La maison ne voulait pas la donner, donc elle est sortie de l'école. Mon compagnon, à l'époque, c'était le père de mon fils aîné, il l'a attendu à l'école, il l'a pris, il partait à la gare, puis il l'a ramené. On était en Savoie. C'est comme ça qu'elle est venue. Parce que toute la maison a été déportée. Tous les enfants ont été déportés. C'était à Paris, à Montreuil. Vous viviez à Nancy quand vous êtes arrivé en France. Oui, Nancy. Vous aviez une vie simple et heureuse. Vos parents étaient très pratiquants. Vos parents étaient très pratiquants. Oui, ma mère. Votre père était marchand ambulant. Oui. En 1939, à la déclaration de la guerre, vous avez quitté Nancy, toute la famille, et vous êtes allé à Galgon. C'est-à-dire comme on avait peur du nazisme, des Allemands, et que c'était la guerre, alors on est parti de Nancy, beaucoup de Juifs de Nancy sont partis en tant que réfugiés sur Bordeaux. Et là, vous avez, vous le dites d'ailleurs dans la vidéo que vous avez faite, vous faites les vendanges et vous en avez gardé un très bon souvenir. Ah oui, bien sûr. En juin 40, les Allemands arrivent à Galgon. Ils nous ont rattrapés. 1 mois après, vous et votre famille, vous êtes déportés dans la Vienne, à Saint-Pierre-d'Exileuil, en résidence forcée. Oui. Et là, les difficultés commencent. Vous étiez dans des camps, comme vous me le racontiez tout à l'heure. Le 15 juillet 41, à 18h, les Allemands arrivent en camion et vous amènent dans un camp à Poitiers. Oui, le camp de Poitiers, sur la route de Limoges. Vous avez 18 ans. Vous êtes resté dans le camp de Poitiers jusqu'en mars 1942. Puis vous avez été transféré à la Motte de Bon. C'est là que vous rejoignez, votre histoire croise la Sologne. Exactement. Vous arrivez ici, dans un endroit, excusez-moi l'expression, plus luxueux, si je peux me permettre. Oui, franchement. Au sanatorium des Pins. La gare, c'est un superbe portail qui s'ouvre, une allée, comme si on arrivait en carrosse, et puis à ce superbe bâtiment, le sanatorium. Alors, pas de baraque.
Où sont les baraques? Alors on avait des chambres, on nous a donné des chambres, 4 lits, un cabinet de toilette. Je suppose qu'il y avait des malades à l'époque. Tout à fait. Et on a parmi nous Emmanuel Ventejou, qui est un de mes adjoints, qui est le directeur de l'Institut médical de Sologne désormais, et on a procédé, puisque ça appartenait au département, et en tant que conseiller départemental, j'ai suivi le chantier, les anciens bâtiments ont été rasés. Et puis il y avait surtout ce beau parc, voilà, où on pouvait se promener et on pouvait s'évader. Vous décrivez donc ce camp comme très agréable, oui, avec un joli parc d'un confort plus qu'appréciable, et en fait plus qu'à Poitiers en tout cas. Par rapport aux baraques de Poitiers, c'était le luxe. Et là, c'est à ce moment-là que votre impatience et votre audace, au travers des promenades que vous faisiez dans ce parc, vous amènent à réfléchir. À soif de liberté. Donc, soif de liberté, dont vous allez réfléchir comment vous allez pouvoir vous évader de ce parc, bien mal gardé. Ah. Il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait rien. Au cours de vos balades, vous repérez un endroit où le grillage est défait, et vous savez que vous pouvez passer dessous. Vous le faites d'ailleurs, vous essayez et vous revenez. Oui, c'est comme ça que j'ai vu que je partirais par ici. Avec votre amie Rosa, vous décidez de partir le 27 juin 1942, juste après l'appel de midi, en se disant que... J'avais 6 heures devant moi. Voilà, vous aviez 6 heures devant vous, et vous alliez pouvoir marcher. Oui. Vous avez proposé d'ailleurs, je crois, à votre frère, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Je ne pars pas avec des filles qui me disent. Vous avez marché toute l'après-midi, vous aviez les pieds ensemble, vous êtes arrivé à Orléans, et là, on a pris le train. Vous avez pris le train pour Poitiers. Pour Poitiers. Vous êtes revenu vous mettre dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'on avait une adresse où aller. Et voilà, c'est ça. À Poitiers. Et là, vous commencez un long périple. La ligne de démarcation, Limoges, Brive-la-Gaillarde, et enfin... C'était la liberté. C'était la liberté. Et enfin Toulouse, pour retrouver des amis de Nancy. Voilà. De Toulouse, vous voulez repartir pour retrouver votre oncle et votre tante qui se cachaient et qui ne pouvaient pas s'occuper de vous. Ils vont alors vous envoyer dans une ferme à Moiran, en montagne, dans le Jura. Puisque à Lens-le-Saunier ne pouvait pas vous accueillir. C'est là que vous rencontrez votre futur mari, Charles Mendelbaum, qui était dans la résistance. Ah, oui. Vous travaillez de petits boulots dans les fermes et vous connaissez la chose la plus extraordinaire que l'on peut faire en tant qu'être humain, vous êtes enceinte. Ah bah oui. De Patrick. De Patrick. Le 15 janvier 1943, vous partez à Lens-le-Saunier pour vous faire de faux papiers d'identité. Ouais. Et à l'hôtel, vous remplissez votre fiche sous le nom de Enya Jadla. Ah oui, je l'aurais pas vu. Très honnêtement. Ce qui vous vaudra d'être arrêté le lendemain, à 6 heures, par la police. À la suite de votre arrestation, vous êtes emmené au camp de Gurs, à côté de Pau, dans les Pyrénées. De nouveau, vous pensez à vous en échapper, mais cette fois avec la complicité d'un gendarme. Oui, j'avais parlé à quelqu'un. Il y avait quand même des gens qui étaient assez compréhensifs. Vous n'avez pas eu le temps d'élaborer votre plan. La Croix-Rouge suisse, qui était présente sur le camp de Gurs, vous proposa d'aller accoucher à Aisne, à côté de Perpignan. C'est ça.